Bonjour à toutes et bienvenue pour cette reprise de Rivicht avec mes fidèles confrères de la presse écrite et parlée. Jérôme Souzine de CRCFM, buonasera. Buonasera. Jérôme Paul de Parole de Corse, buonasera a voi. Et Guillaume Padavani de Corse Matin, salude Ino et Page salude a Boidre. Alors l'actualité commence fort en ce début d'année avec l'annonce mardi du projet de réforme des retraites, la mère des réformes de l'ère Macron, le report de l'âge de départ à 64 ans, l'allongement de la durée de cotisation, c'est 43 ans désormais, une réforme qui est rejetée par une très grande majorité de l'opinion, mais qui pourrait être votée par le Parlement 149-3 a priori, puisque la droite s'y est ralliée, mais attendons quand même la suite des événements et notamment l'ampleur de la mobilisation syndicale dont on écoute les représentants en Corse. Je pense qu'il y aura une prise de conscience de l'ensemble du monde du travail pour se lutter contre cette réforme des retraites qui pour nous est aussi injuste qu'inutile et surtout très brutale. Pour nous, la mobilisation est importante. Je pense que les gens l'ont compris. Il faudra organiser cette mobilisation, la faire monter crescendo, parce que, et bien faire comprendre aux gens qu'on se bat contre cette réforme des retraites, mais on se bat aussi pour, je dirais, un statut social meilleur, et en particulier en Corse, on aura besoin d'avoir l'appui de tout le monde. Alors cette réforme, c'était un engagement de Macron durant la présidentielle. Alors il s'y tient, même si certains expliquent que son projet n'a pas été validé par une majorité d'électeurs au premier tour de la présidentielle, et puis surtout aux législatives, où il n'a pas eu de majorité absolue. Est-ce que ce sont des arguments qui sont recevables, dit Laurent? Ce sont des arguments qui devraient être en tout cas pris en compte par le pouvoir en place, puisque effectivement le peuple ne valide pas, en tout cas, cette orientation. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de coller en tout point aux desiderata, évidemment, peut-être de certaines individualités. Là, je pense que ce n'est pas le cas, puisqu'il y a quand même une large majorité de personnes qui sont opposées à cette réforme. C'est une réforme extrêmement sensible, hein, comme pourrait l'être à chaque fois qu'on touche à l'éducation nationale ou qu'on touche à ce genre de secteur extrêmement sensible. Ça va être compliqué et on verra de toute façon, c'est la rue finalement qui a, on peut le dire, qui pourrait avoir les cartes en main s'il y a une forte mobilisation et pourrait faire reculer le pouvoir. Alors on va revenir sur le fond du projet, mais d'abord, après avoir longtemps tergiversé, parce qu'elle est toujours aussi divisée, la droite, finalement, elle a fini par se rallier au texte en moyennant quelques amendements. Oui, quelques amendements qui ne sont pas forcément fondamentaux. Ça vous paraît logique ? La droite, elle est dans une difficulté. Elle a toujours été pour la réforme des retraites. Donc elle peut... C'est difficile pour elle de dire on est contre, alors que c'est dans leur volonté politique. Donc ils essayent de dire on n'est pas contre, mais il faut que vous teniez compte de quelques éléments que nous, on va vous proposer. Alors... Mais le fond du problème, c'est sûr que la droite qui va vraisemblablement trouver un accord avec Macron pour faire passer ça à l'Assemblée. Une grande partie du groupe, en tout cas. Bon, déjà, à l'Assemblée, je crois que le LFI veut faire 1000 amendements par député, donc ça va durer un petit peu de temps. La question, c'est est-ce que, en dehors de l'Assemblée, cette réforme va aboutir? C'est là le sujet de fond. Après que la droite, elle peut pas, la droite, dire on est contre. Est-ce qu'elle ne va pas y perdre politiquement? Mais est-ce qu'elle a pas déjà perdu politiquement, la droite? C'est ça la question. Un peu plus, quoi. Un peu plus. La droite serait même allée jusqu'à 65 ans, hein, si elle avait le pouvoir de faire. Jérôme Souzine. Oui, Macron aussi. Oui, absolument. Et Édouard Philippe encore plus. Alors, sur le fond de la réforme, Jérôme, l'opinion, on le voit, les sondages le disent, y est opposée. Il y a l'unanimité des syndicats, ça, alors, c'est exceptionnel. Comment on explique un tel rejet? Comment s'explique un tel rejet? J'entends pas très bien. Comment? C'est ce qui va se passer, dans... Voilà. Le monde du travail va être fantastique. Il y aura de moins en moins de travail pour les jeunes, parce qu'on attendait à ce que ceux du baby-boom fichent le camp à la retraite. Ça va traîner, ils vont encore être là. Quelques-uns d'entre nous, mais lui, il est jeune aussi. T'es jeune, toi? Et tout est... C'è da portare con la carretta au travail. Non, pas una carretta, un carretero. Non,
ce qui est fantastique dans ce qui se passe en ce moment, c'est que ça intervient à un moment où la morosité était déjà là. Donc ça va encore plomber le moral des populations, le moral des Français. Il y a eu 2008 une crise économique qui a été terrible, ils ont eu beaucoup de mal à se redresser, les entreprises, etc. Il y a eu le Covid qui a été, n'en parlons pas, il y a eu la guerre en Ukraine, n'en parlons pas. Et puis là, on s'enfonce et on rajoute une réforme avec des conséquences sur le plan social et dans la rue, on va le voir, qui vont être fondamentales. Donc l'impact, je dirais, le bénéfice de cette époque, de cette réforme, je crois qu'il va être maigre au final sur la globalité. Non, mais il y a quand même quelque chose. J'ai jamais vu une opinion favorable à une réforme de la retraite. On disait que depuis 1993, il y a eu 7 réformes de retraite. Là, il y a une petite différence quand même. C'est que l'ensemble des syndicats y est opposé, alors qu'à l'époque, la CFDT était plutôt favorable. Et là, le fait remarquable, c'est qu'il y a une union des syndicats. Et que les syndicats, vu la perte de vitesse qu'ils ont depuis des années dans les entreprises, etc., j'allais dire, ils ont presque une obligation de résultat. Donc ils vont être jusque-boutistes. Il va falloir, sinon, ils n'existent plus, ils ne défendront plus jamais rien dans les années à venir. Ça passe ou ça casse. Ils ont été absents et on se retrouve aujourd'hui sur les gilets jaunes, donc là, il faut qu'ils se refassent la santé sur ça. Si là, ils n'aboutissent pas, ils vont montrer leur inefficacité. À juste titre. Et unis, ils peuvent vraiment bloquer le pays, ils ont une capacité de nuisance. Oui, surtout, on a des secteurs stratégiques. On se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est assez remarquable, entre guillemets, c'est que Macron a une obligation de réussite et les syndicats ont une obligation de réussite. Et qu'il va y avoir cette bataille, et il y en a un qui va perdre. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas dire qui va perdre. Il y a l'aspect purement politique qu'on vient de développer, mais il y a aussi l'aspect social. Le Covid, encore une fois, on va encore convoquer le Covid, mais a changé, je pense, beaucoup de choses. Le rapport des gens au travail a énormément été bouleversé par le Covid. Donc, il y a une volonté... on pourra s'en plaindre. Mais on peut s'en plaindre, on peut s'en réjouir, mais il y a une prise de distance. La notion de travailler plus, exactement. Et de la part des gens, il y a une prise de distance par rapport au travail. On a vu avec le Covid qu'on pouvait aménager des choses, le télétravail, on en a beaucoup parlé. Et donc, mais on peut dire maintenant jusqu'à 65 ans. Oui, mais dire maintenant qu'on va travailler plus longtemps, mais c'est vraiment sociétalement, c'est vraiment le pire moment pour le dire. Mais sociétalement, il y a une autre dimension, c'est que la majorité des Français, je crois que c'est plus de 80%, est contre cette réforme. Mais donc il y a une vraie opposition, mais on ne sent pas une envie d'aller descendre dans la rue. Il y a un niveau d'acceptation en fait. Mais ça n'a pas encore commencé. Qui est majoritaire. C'est-à-dire que tout le monde se dit, en fait, tout le monde va sur le simulateur pour se dire bon, ben, à quel âge je vais partir. Il n'y en a pas un qui se dit allez, on va aller dans la rue et on va tout bloquer. Pour l'instant. Et c'est ça le paradoxe du truc, c'est qu'on est très opposés, mais pas très mobilisés. Il y a aussi un problème de message du gouvernement. C'est-à-dire que, bon, quand on prend les déclarations des uns et des autres, on nous explique que ça va sauver le système de santé également, que ça financie les écoles et tout ça. On ne s'arrête pas seulement au financement de la retraite. Et puis, il y a aussi les déclarations de Macron. 2017, il était absolument opposé à l'allongement du départ de l'âge de la retraite. Il disait que c'était absurde parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui attendaient sur le marché du travail. C'est de dire oui, mais c'était pas la même période. C'était une période où il y avait beaucoup de chômage. On n'est plus à changement. Maintenant, il y en a pas mal encore aujourd'hui. Oui, mais moins. Donc si on a résolu un peu le problème du chômage, on peut s'attaquer. Mais le problème de fond, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on va faire encore une énième réforme. Voilà, justement. Est-ce que ce sera la dernière? Mais évidemment que non. En fait, je vous disais tout à l'heure, cette réforme depuis 93, chaque Premier ministre fait une réforme. Là, Emmanuel Macron. Peut-être la différence, au-delà de l'union des syndicats, du niveau d'opposition, c'est que on a quand même, quand Raffarin a fait la réforme des retraites, l'opinion avait accepté le fait qu'il fallait réformer. Parce qu'il mesurait ça. Là, le niveau d'acceptation, il est vraiment très très faible. On a 80% des gens qui veulent vraiment pas travailler plus. On revient à ce que tu dis, sur l'aspect sociétal, où justement, comme les gens ont changé leur façon de travailler, quand tu leur dis qu'il va falloir travailler 2 ans, 3 ans plus, tout le monde est épuisé en disant si ça pouvait être plutôt -2, ça serait mieux. C'est ça, on en est là aujourd'hui. Le gouvernement a été malin dans sa présentation, il a quand même oublié
certaines niches, et notamment ce qu'on appelle les régimes spéciaux dans ce qui concerne la fonction publique, notamment, ils sont pas négligeables. Et voilà, ça permet de un peu calmer toute une partie de la fonction publique et qui pourrait mettre à mal, si elle se mettait vraiment en grève, toute la France, toutes les couches de la société française. Mais enfin bon, le résultat, ça va être dans la rue certainement, et il y aura une journée de grève, on verra la suite. Eh bien, on en reparlera dès la semaine prochaine, puisque je crois que c'est le 19, premier mouvement de grève concernant ce projet. Deuxième sujet d'actualité, mercredi s'est tenue la première réunion de la commission d'enquête parlementaire chargée, je cite, de faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire et de l'appareil judiciaire ayant conduit à l'assassinat d'un détenu le 2 mars 2022. Ce sont les termes exacts, la mort d'Yvan Colonne n'est pas mentionnée expressément. La directrice, au moment des faits, a été entendue et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a guère convaincu, dit Ormeau. Je vous le disais avant cette émission, je ne veux pas croire à un complot généralisé ayant mené à l'assassinat d'Yvan Colonne. En revanche, ce que l'on voit, il va falloir expliquer aux gens ce qui s'est passé. Il va falloir expliquer aux Corses comment cela a-t-il pu être possible. Et lorsque l'on a les explications que l'on a pour l'instant, c'est difficile de ne pas penser... Bon, ça a à peine commencé. Hein. Ça a à peine commencé, mais la directrice qui est quand même au centre de ce problème, au centre de l'affaire, celle qui a géré le cas Elongabé depuis le début, ce qu'elle dit, bon, on est obligé à un moment donné de se poser, au moins de se poser des questions. Voilà. Le message, le signal qui est envoyé pour l'instant est assez dévastateur. La famille, les organisations nationalistes, la Ligue des droits de l'homme attendent la vérité. Mais dans cette affaire, c'est quoi la vérité, Jérôme Sousier ? On a l'impression que chacun a un peu la sienne avant que ça commence. Alors, la problématique, c'est que c'est... Enfin, moi, je suis journaliste. D'accord, je suis pour la publicité des débats, etc., que les choses soient transparentes, que ce soit sur la chaîne parlementaire en direct et en continu. Mais finalement, est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon que, pour aller au fond des choses, on le sait bien, hein, pour aller au fond des choses, parfois, il y aura des séances à huis clos, hein, parce que c'est prévu. Avec les représentants des services secrets. Avec les CFP, ça restera secret. Il y aura des séances à huis clos, mais je suis pas sûr. Après, sur l'efficacité d'une commission, bon, il y a eu quelques cas dans le passé. On se souvient de l'affaire Benalla. Pendant tout un été, il y a eu tous les jours un rebondissement. Il y avait une déclaration à la sortie, puis au final, la montagne n'a-t-elle pas, à ce moment-là... En fait, elle a été sabotée, la commission. Accoucher d'une souris. Est-ce qu'on peut tout dire dans une commission ? Non, l'évidence que sur le fait que c'est l'enfer carcéral, c'est clair qu'il va être révélé. Il y a quand même plus de 100 suicides par an dans les prisons. Il y a plus de 10 000 agressions par an dans les prisons entre les personnels, enfin les détenus. Donc il y a un vrai problème. D'ailleurs, M. Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, n'a pas annoncé grand-chose concernant dans son projet pour la justice. Pour les prisons, non, je pense que ce à quoi cela aboutisse, et ça ne sera peut-être pas dit, c'est cette notion de cause sacrée. C'est l'affaire Erignac, on se souvient de Jean-Pierre Chevènement en 99, avant qu'il parte à l'hôpital parce qu'il était fatigué, annonçait, voilà, cette affaire-là, c'est la cause sacrée, ce dossier-là, c'est la cause. Et c'est resté jusqu'à la fin, jusqu'à la mort d'Yvan Colonne, une cause sacrée pour l'État français. C'est tout à fait clair. Mais est-ce qu'on va le reconnaître, l'admettre ? Ça, c'est autre chose. Non, mais... Alors après, la commission d'enquête, c'est déjà bien qu'elle ait eu lieu. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on est attentif à ce qui s'est passé, etc. La question, après, c'est est-ce que cette commission d'enquête va permettre d'obtenir la vérité ? C'est très difficile. C'est peut-être même pas le terrain de jeu pour ça. Non, mais parce que chacun tire ouvre son parapluie. C'est plus l'enquête judiciaire qui peut... si vous voulez, à un moment donné, le directeur de la pénitentiaire, un directeur de prison, il ne va pas les dire devant des députés, non, on s'est planté complètement, voilà la vérité, mesdames, messieurs. Mais c'est pas tellement la question des erreurs, parce que ça, bon, ça peut arriver. Il y a beaucoup de coïncidences. C'est plutôt ça qui interroge. Il y a beaucoup de coïncidences. C'est plus des enquêtes, j'allais dire oui, parallèles, comme vous dites, qui peuvent faire ressortir un vrai dossier s'il y en
en a. Il est évident que si on demande à la directrice si elle a eu des pressions des politiques, il est évident qu'elle ne va pas dire oui. En revanche, il y a quelque chose de très simple et qui saute aux yeux, encore une fois, de tout le monde, c'est la gestion de ce cas de l'assassin et Longabé. Bien sûr. Comment cet assassin de l'État islamique, parce que là aussi on le répète, comment cet assassin de l'État islamique se retrouve. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rapatrié en France? Pourquoi est-ce qu'on le rapatrie en France? Pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans cette prison? Et surtout, pourquoi? Alors dans cette prison, ça c'est le premier point, et surtout pourquoi est-ce qu'on lui octroie un traitement de faveur qui était celui de surveiller, enfin je sais, auxiliaire. Franchement, il y a beaucoup de questions qui interpellent. Et donc sur ce cas, quand on regarde le parcours du bonhomme, c'est pas cohérent. C'est un assassin de l'État islamique. Bien sûr. Et son parcours a été émaillé d'incidents permanents. Tout au long de prise d'otage dans une prison. De prise d'otage et tout au long de son incarcération. Et il se retrouve avec Yvan Colonne, encore une fois. Il va falloir expliquer tout ça et auprès de l'opinion publique, voilà. Il est légitime de se poser des questions très sérieuses. Non, la problématique, c'est le statut de DPS qui avait été réclamé par la Corse, pas seulement par les nationalistes, et qui n'a jamais abouti. Et il faut qu'on comprenne pourquoi le politique s'est acharné ainsi sur ce cas, ou sur ces cas d'ailleurs. On attend encore des réponses prochainement. Et ce qui a déclenché l'AIR en Corse. Alors nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Nous allons voir après ce jingle ce qui vous a hérité durant cette trêve de Noël. Jérôme Paoli, à part la polenta qui était mal faite chez vous, qu'est-ce qui vous a arrêté pour Noël? Ils ne savent pas la faire, Non, je vais revenir un peu sur la réforme des retraites parce qu'on a toujours le même raisonnement sur les retraites. C'est ou l'allongement de la durée du travail, ou l'augmentation des cotisations, ou l'allongement de sortie du système. Il n'y en a pas un qui se dit, mais si on prenait l'argent ailleurs? Parce qu'il y a d'autres sources de financement. Et c'est toujours sur le salarié qu'on ponctionne. La gauche le dit quand même. Pardon? La gauche le dit. Pas tellement. Et c'est toujours, à chaque réforme, on est sur ce triptyque. Et alors c'est ce levier-là. Et il y a d'autres sources de financement. Dilo, à part la défaite de la France, vous, qu'est-ce qui vous a contrarié? La victoire de l'Argentine m'a plutôt réjoui. De Lionel Messi. Non, je dirais un sujet malheureusement d'actualité, la déliquescence inexorable, qui semble inexorable en tout cas, du service public. Encore une mobilisation au sujet de... ça c'est pour mes amis. Au sujet de l'hôpital, la question de l'hôpital public de la santé, est un sujet absolument qui est devenu dramatique aujourd'hui, et voilà, avec des situations épouvantables au sein des différents services. Donc oui, la déliquescence inexorable, qui semble inexorable du service public. Alors on en termine par le sage de cette assemblée, Jérôme Souzine, vous qui avez l'indignation subtile. Subtile, oui. L'an passé, la reine d'Angleterre est décédée. Cette année, on vive la reine de France. Je trouve que cette idée de Brigitte Macron de revenir à l'uniforme dans les écoles, mais c'est d'une subtilité incroyable. Bon, revenons-en aux plumes sergent-major aussi. Faire une caserne aussi. Aux hirondelles pour les policiers, à bicyclette. Bon, je crois que le nouveau monde était arrivé, il n'est pas encore arrivé. E quindi è così che lo gommio su prima rivista di l'anno ci ritroviamo ben a ribrossi normalmente un po' d'altri argomenti, tanto passatevi la con Corsi Gazera presentato audio da Marian Romani. Buonasera a tutti.